Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune a encore sévi. Il vient de nous asséner un autre discours psychédélique, une autre allocution extraterrestre, pendant laquelle nombreux ont dû, j'imagine, se pincer pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas. Alors, d'abord, avant d'aller dans le sujet de cette autre sortie de M. Tebboune, nous ne pouvons pas ne pas saluer sa dénonciation, la dénonciation qu'il a faite des lettres anonymes. Il a dit que la seule destination de ces lettres anonymes doit être le broyeur. Et c'est très bien de l'avoir rappelé, je crois, de façon aussi forte. Encore que cela devrait aller de soi dans ce pays où tant de vies, tant de carrières ont été brisées, où l'honneur de familles entières a été traîné dans l'ordure par des gens qui se cachent sous des pseudonymes, trop lâches pour assumer les graves accusations qu'ils portent contre ceux et celles qui les gênent. Encore que je ne pense pas que ce genre d'exhortation puisse avoir un quelconque effet dans un système où les dénonciations calomnieuses et anonymes sont une pratique nationale, encouragée par des services de l'ombre dont la vocation est de semer le malheur, de faire chanter les gens, de les traîner dans la boue. M. Bouteflika aussi avait fortement dénoncé cette pratique, mais cela n'a rien changé à ses mœurs policières et judiciaires du poignard courbe, du poignard dans le dos. Mais revenons à notre lampe d'Aladin, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Voici un homme qui se retrouve président de la République algérienne démocratique et populaire par la seule grâce d'une fraude électorale jamais égalée dans ce pays. Nous ne cesserons de le répéter. Ce monsieur a une connaissance aiguë de ce système qu'il a installé dans ses actuelles fonctions. Il le connaît mieux que personne, puisque cela fait 50 ans, un demi-siècle, qu'il est aux affaires, comme on dit, puisqu'il a été chef de daïra, wali, ministre et même Premier ministre, en plus de nombreuses autres fonctions qu'il a occupées. Oui, il connaît dans ses moindres détails le fonctionnement de cette machine bureaucratique, de cette logique crapuleuse, de ce mensonge institutionnel érigé en mode de gouvernance. Et il sait surtout que le fonctionnement de l'État, si tant est qu'il y ait un État dans ce malheureux pays, ne repose que sur une seule ressource, intégrale, exclusive, incontournable, la rente. Et juste la rente, rien d'autre. Et il sait, M. Tebboune, que le constat est très inquiétant. Il sait qu'une crise économique à peine imaginable est à nos portes, qu'elle s'apprête à déferler à court terme, sur la vie des Algériens, dont elle va changer toutes les perceptions, toutes les habitudes. Et il sait, M. Tebboune, que le crash est inéluctable, aussitôt que les réserves de change seront épuisées. Et il sait, M. Tebboune, que nous ne produisons presque rien, que même le très peu que nous produisons est intimement dépendant de la rente pétrolière jusqu'à ces produits agricoles dont il nous parle et dont il nous reparle, dont les intrants importés avoisinent souvent les 90%. Et il sait parfaitement, M. Tebboune, que les chiffres qu'il donne sont faux, ou biaisés, ou impropres à ce qu'il décrit, ou inadditionnables, comme il l'a fait des ressources hydrocarbures et de la production agricole, dont il feint d'oublier de nous préciser les montants des intrants importés. Et il sait, M. Tebboune,
que dans le meilleur des cas, même si demain les Algériens pouvaient avoir, du jour au lendemain, des dirigeants légitimes, même si la démocratie et la bonne gouvernance pouvaient s'installer du jour au lendemain, il sait qu'il faudrait des décennies, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de privations pour transformer cette économie exclusivement rentière et qui ne subsiste qu'avec une seule ressource, en une économie créatrice de richesse. Il le sait parfaitement. Il ne peut pas ne pas le savoir. Mais il affirme tout le contraire, bien planté sur son fauteuil, avec un aplomb impressionnant, parce qu'il croit que le déni et l'affabulation sont une lampe d'Aladin. Et la question se pose justement, pourquoi nous ment-il aussi effrontément? Pourquoi cet optimisme rigolard et cette confiance démesurée en un potentiel qui n'existe pas? Et dans un système qui ne pourra changer que par sa totale et immédiate disparition. Tente-t-il de gagner du temps? Pense-t-il qu'il peut exorciser comme ça la terrifiante menace qui roule à l'horizon et qui grossit à vue d'œil? Pense-t-il l'exorciser juste en s'enfonçant la tête dans le sable? Qui croit-il tromper? Et avec quels moyens croit-il pouvoir nous donner le change, alors que les promesses à très court terme qu'il nous fait miroiter vont très vite crever comme autant de bulles de savon au soleil? Une seule explication à mon avis, il est dans le déni, au sens psychiatrique du terme. Et il ne va pas tarder à découvrir la morale de la fable de Perrette et le pot au lait. Le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvé. جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا كاع قلناها كاع جزائر حرة ديمقراطية نبنو بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنو بلادنا في الحرية 1000 مليار مشات غبار تتنحى وقاع تتحسبوا قاع 1000 مليار مشات غبار وين كنتو يا برلمانيين 1000 مليار مشات غبار وين كنتو يا برلمانيين جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا قاع قلناها Algérie, Tebboune et le pot au lait. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jamel Gissoum, ex-candidat aux législatives algériennes, qui est avec nous depuis Paris. Smaïn Lalmas, économiste, analyste politique, qui sera avec nous depuis Alger. Abdelmalek Serraï, expert international en économie, qui est avec nous depuis Alger. Hamid Lelou, analyste politique, qui est avec nous depuis Washington, D.C. Et je vais commencer par recevoir Abdelmalek Serraï, s'il est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir Abdelmalek Serraï et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Alors, est-ce que vous avez suivi, je présume que oui, la dernière allocution de M. Tebboune? Oh, que si, je suis de très très près, virgule par virgule, mot à mot, c'est normal. J'imagine. Nous sommes des observateurs avertis, des locaux, et nous avons le droit de faire part de nos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est comme ça que le pays peut donc redémarrer dans la mesure du possible, puisque tout le monde en parle d'un redémarrage, mais à condition que les gens s'y mettent sérieusement, parce que pour l'instant, à part le discours officiel du président et celui du Premier ministre, on entend quand même l'ouverture sociale en septembre,
pour que les gens puissent bouger un peu, qu'on puisse voir un peu les premières lumières de cette nouvelle option d'ouverture et d'attaque vis-à-vis du marché mondial, mais également vis-à-vis des entreprises publiques et privées pour une aide. Mais la tâche est très lourde et complexe. Il faut beaucoup de moyens financiers. Il faut des moyens. Alors, avant d'en arriver à certains détails, avant d'en arriver, alors l'allocution de M. Tebboune, elle vous a semblé réaliste, ce qu'il a dit, faire passer comme ça une économie rentière qui n'a été qu'une économie rentière depuis toujours à un stade d'économie créatrice de richesse, est-ce que ça peut se faire aussi facilement qu'il est en train de nous le prévoir? Non, pas aussi facilement. Non, pas aussi facilement. Il faut, ce que j'allais dire justement, il faut beaucoup de temps, il faut une pédagogie répétitive, il faut une information, il faut clarifier les choses, et il faut une transparence dans les rouages de l'État, que ça n'existe pas pour l'instant. Il faut débureaucratiser d'abord la situation, le blocage au niveau des banques, au niveau des administrations de wilaya, au niveau des secteurs agricoles. Tant que nous avons tous ces blocages-là, tout discours, excellent discours, ne peut pas réellement trouver une phase d'application sérieuse. Donc, ce sont les conditions idoines pour que le pays puisse bouger. Donc, il y a des impératifs qu'il faut corriger rapidement. Est-ce que maintenant le président et son équipe sont en mesure de débloquer la situation? Et c'est pas tout à fait à 100%. Ils vont certainement débloquer certaines choses, mais tant qu'on insiste, nous, sur place, qu'il y a de nombreux hauts responsables connus pour leur bureaucratie, pour leur dilettantisme, c'est difficile d'y croire à 100%. Mais en plus de cet aspect organisationnel dont vous nous parlez, notamment pour ce qui est de la bureaucratie, des lourdeurs, d'une législation mal adaptée, en plus de cet aspect des choses, sur l'aspect économique proprement dit, comment pouvons-nous passer d'un système totalement rentier à un système créateur de richesse comme ça, du jour au lendemain, alors que nous n'avons pas de lampe d'Aladin? Non, on ne peut pas tout de suite. C'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons une législation qui est complexe, héritée du système napoléen, du système français, qui est très complexe, qui a été mal corrigé, qui nous bloque partout. Il faut d'abord reviser les textes partout, dans tous les domaines, à tous les niveaux, pour commencer à libérer un peu les initiatives. Il faut aussi mettre en confiance les opérateurs économiques, qui souffrent beaucoup, notamment les petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément, dans leur quasi-majorité. Il faut corriger le système fiscal qui bloque les gens. Et il faut bien sûr carrément corriger le système bancaire. Donc il y a des préalables à tout ce démarrage dont on parle. Donc c'est vrai, le choix des titres est excellent, mais l'application c'est autre chose. Donc et il faut du temps. D'ailleurs, moi-même, je le titrais hier sur Facebook où je disais il faut que les Wali libèrent les dossiers, sont obligés de libérer les dossiers d'investissement, ou bien ils partent. Ou vous libérez ou vous partez. C'est la condition. Ou ils libèrent l'économie de leur empreinte, de leur contrôle bureaucratique, ou bien ils partent. Donc c'est un problème de lutte maintenant, et c'est pour ça que tout le monde applaudit que le Hirak doit reprendre pour faire bouger les choses, parce que le président, il annonce de très très belles choses, mais quant à la mise en place, mise en œuvre, c'est difficile. Moi-même, j'ai fait un test, j'ai appelé 17 wilayas exactement, pour faire un sondage, et aucun dossier, je dis bien aucun, à 100% n'a bougé. Et ce qui est curieux, c'est que le discours des Wali est positif, mais dès qu'on va vers les directions de wilayat, rien du tout, tout est bloqué, les gens ne travaillent pas, les gens ne se réveillent pas, les gens ne débloquent pas. Donc il faut à mon avis, il faut une lutte, il faut même une révolution culturelle. L'Algérie a besoin d'une révolution culturelle pour que l'économie puisse avancer, sinon... évidemment, on ne peut pas passer d'une mentalité d'assister à une mentalité de créateur de richesse, comme ça, avec la lampe d'Aladin. Mais sinon, je voulais vous poser une question en particulier. Alors, M. Tebboune nous parle donc quand il fait à peu près le constat des ressources en position, il nous dit nous avons à peu près 60 milliards de réserves de change, nous avons à peu près 25 milliards d'exportation d'hydrocarbures et nous avons 25 milliards de produits agricoles. D'abord,
est-ce qu'on peut additionner des ressources Non, hydrocarbures? non. Parce que les 25 milliards d'agriculture, ils vont à la consommation locale. Et puisque l'agriculture, actuellement, elle couvre autour de 72% de la consommation locale. Et il nous reste quand même presque 28% à 30% qui dépendent de l'international. Donc on n'est pas tout à fait... Mais et même sur le plan des intrants, est-ce qu'on peut dire nous avons créé 25 milliards de dollars de produits agricoles sans dire que, mais à côté de, par exemple, 20 millions de dollars que nous avons importés en intrants agricoles. On ne peut pas dire... Oui, bien sûr. Justement, le poulet que nous mangeons, il est en partie importé à travers les aliments de bétail. Le lait, la même chose, la poudre de lait, les cultures, certains produits oléagineux, notamment, ils sont importés. Il y a une bonne partie, tout le blé tendre est importé. Je dis bien, tout le blé tendre est importé. Alors qu'il y a des milliers de dossiers. Je témoigne, j'en suis convaincu, j'ai moi-même des dossiers, je témoigne, il y a des milliers de dossiers bloqués au niveau des directions de wilaya de l'agriculture. Et on se demande pourquoi les walis continuent de bloquer tout cela alors que nous avons besoin de libérer les gens, de donner des terrains aux agriculteurs potentiels algériens pour qu'ils puissent produire des céréales, mais aussi d'autres produits pour éviter pour importer de moins en moins. Et alors on ne comprend pas. Le discours est bon officiellement, mais la mise en œuvre est difficile. Je vous dis par exemple, à Gardaya, il y a 550 dossiers, à Naama exactement, 550 dossiers agricoles qui sont en attente depuis 5-7 ans. Il y a des dossiers pour produire de la luzerne qui ont 7 à 9 ans. Où les gens font le va-et-vient, ils dépensent de l'argent et l'administration ne bouge pas. Alors que nous sommes en train d'importer des aliments du bétail, nous importons des céréales. C'est un crime économique. Alors, une autre question, la dernière. Oui, une autre question, pardon, la dernière, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Oui. Alors, comment a fait M. Tebboune, écoutez-moi bien, parce que tout le monde se pose cette question, tout le monde. Oui. Comment a-t-il fait pour évaluer, vous savez, pour dire nous avons 25 milliards de dollars de produits agricoles? D'abord, comment a-t-il fait pour évaluer le volume de ces produits qui se comptent par dizaines de milliers? Il y a des dizaines de milliers de produits agricoles. Comment a-t-il fait pour avoir combien de centaines de milliers de tomates, de centaines de milliers de patates, de centaines de... à la limite, on peut savoir pour le blé, puisque le blé est livré au doc à une entreprise. Au doc et puis des minoteries, oui. Voilà. Oui. Mais sinon, pour les autres produits, comment a-t-il fait pour évaluer d'abord les stocks? Il est extrêmement difficile. Attendez, la deuxième question connexe. Et une fois qu'il a évolué dans un pays où il n'y a que l'informel dans l'agriculture, comment a-t-il fait pour évaluer en dollars, puisque les prix de tous les produits agricoles sont fluctuants? Ils valent tant de dollars aujourd'hui, après-demain, ils ne valent pas la même somme. En fait, nous avons enregistré une grave contradiction entre ce qu'a dit M. Tebboune, président de la République, et son Premier ministre, puisque le Premier ministre l'a répété 5 ou 6 fois pour dire que nous ne connaissons pas exactement les chiffres de notre économie, de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il l'a dit plusieurs fois, donc ils reconnaissent qu'il y a un manque de statistiques, parce qu'il n'y a pas de ministère de la planification qui puisse suivre. Donc les statistiques ne sont pas précises. Aucun chiffre n'est fiable actuellement, du fait que de l'absence d'institutions qui suivent ça de près. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même 42 millions, 43 millions d'Algériens qui mangent le plus normalement du monde des fruits et légumes produits localement. Comment ils ont évalué ça, personne ne peut le dire. Un expert, disons, honnête et compétent ne peut pas dire cela. Donc, il a dû avoir une évaluation globale du ministère de l'Agriculture, sans plus. Mais moi, j'ai fait un démenti face au ministère de l'Agriculture pour leur dire que vous êtes en train de manipuler les chiffres. Attention, ça suffit, il faut arrêter de manipuler les chiffres, il faut dire la vérité. Abdelmalek Sarraï, expert international en économie, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir dans nos prochaines émissions. Alors, Jamel Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre sentiment à chaud, comme ça, sur l'allocution de M. Tebboune?
Alors, il y a plusieurs éléments factuels qui peuvent être vérifiés ou non, d'ailleurs, qui ont été dictés, et je vais m'en expliquer. Je souhaiterais revenir sur l'intervention de M. Abdelmalek Serraï, qui a quelque part du sens, sur la question du constat de la bureaucratie qui bloque effectivement des centaines de milliers de dossiers, qui pourraient débloquer certains thèmes évoqués par M. Tebboune aujourd'hui. Ceci est une évidence. Nous sommes là aussi dans un constat, je dirais, d'une continuation d'échecs de ce point de vue. Est-ce que cela est attribué à M. Tebboune entièrement? Je ne le pense pas. Un homme ne peut pas non plus, même s'il a la responsabilité morale d'un pays, ne peut pas être responsable de toutes les administrations et directions d'un pays aussi grand que l'Algérie. Concernant les couacs gouvernementaux sur les chiffres, bien évidemment. D'ailleurs, ça a été reconnu aussi bien par le président de la République que par monsieur le Premier ministre. De ce point de vue, effectivement, et monsieur Serraï a tout à fait raison de dire que nous n'avons pas d'institution établie qui puisse à un moment ou à un autre établir des chiffres, une fourchette, notamment sur le cas que vous avez évoqué, M. Benchenouf, sur le comptage agricole. Comment peut-on arriver à déterminer 25 ou l'équivalent de 25 milliards de dollars en termes agricoles, surtout que les prix sont effectivement fluctuants. Pour autant, il y a une chose quand même intéressante qui a été dite par M. Serraï, c'est que tout de même 72% de la consommation est consommée à partir de produits faits en Algérie. Je trouve que c'est pas mal par rapport à ce que nous avons connu il y a de cela encore quelques décennies, même s'il y a d'énormes progrès à faire. Monsieur Tebboune... Alors, j'ai deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. La première, vous nous dites qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité d'institution, avez-vous dit, pour pouvoir évaluer. Donc, M. Tebboune serait en train de nous mentir, alors? Non. Vous êtes bien obligé à un moment ou à un autre, en tant que responsable d'un pays ou même le Premier ministre, vous êtes bien obligé à un moment ou à un autre d'évaluer des choses avec un écart qui peut être substantiel, même si l'écart est peut-être aussi abyssal. Vous ne pouvez pas non plus, et ce ne serait pas ça. Un écart aussi abyssal, ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle du mensonge. Non. La différence entre un écart abyssal et le mensonge serait la question de la mauvaise foi. Ou alors l'incompétence. Ou alors l'incompétence. Monsieur Benchenouf, je vous aime bien parce que vous avez posé 2 fois la même question à Monsieur Non, mais c'est-à-dire que pour vous inciter à parler vrai, au lieu de tourner autour du pot. Laissez-moi m'exprimer. Oui, mais exprimez-vous. Alors, vous avez posé 2 fois la même question à Monsieur Serraï. Alors, c'est pour cela que, amicalement, je vous disais la dernière fois que cela me fait penser aussi à Anne Sinclair. Excusez-moi du peu. Vous avez posé 2 fois la question de savoir comment on passe d'une économie, j'ai noté, rentière, à une économie créatrice d'emplois. Non, pas d'emploi, créatrice de richesse. De richesse. L'emploi, c'est de la richesse. Aussi facilement, vous avez dit par 2 fois, aussi facilement. Qui a évoqué la facilité déconcertante de passer à une économie rentière, à une économie créatrice de richesse? Personne de sérieux ni d'experts internationaux ne pourrait dire oui, c'est possible. Donc cela s'appelle prêcher un convaincu. Pour autant, il y a quand même des données, moi, qui me semblent importantes et qui ont été déclarées aujourd'hui, notamment, mais ça va aussi un peu dans le contresens de la déclaration de M. Serraï sur les blocages bureaucratiques, que sont les 1900 milliards de dinars réservés à l'investissement. Là, pour le coup, autant ça me rassure qu'il y ait une capacité d'investissement dans des domaines qui nous sont propres, que sont l'agriculture, le tourisme. En grande partie, je pense que c'est ce qui nous concerne le plus. Et en même temps, je dois le dire, j'ai un peu peur, je dirais, de la continuation de ces blocages qui continuent à se profiler dans l'ensemble des wilayas. Et restez avec nous, Jamal Gussoum, je reviens à vous dans un moment. Hamid Lellou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique, médiateur certifié et analyste dans la résolution des conflits. Vous vivez aux États-Unis. Vous êtes à Washington, D.C. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir. Alors, je présume que vous avez bien sûr écouté l'allocution de M. Tebboune. Malheureusement, oui. je dis malheureusement oui, c'est pas que j'aime pas l'écouter, c'est
J'explique. Vous avez une question ou vous voulez que je commence? Non, allez-y, je vous écoute. Encore une fois, moi j'ai vu ce discours comme une campagne médiatique agressive continue. J'occupe le terrain, comme vous l'avez bien précisé, et votre ami Abdelmalek Sarraï d'Alger avait confirmé qu'il y a des couacs administratifs et bureaucratiques, et malgré ça, le régime continue avec ses dires et ses déclarations agressives, faire rêver l'Algérien qu'on va exporter, que nous avons 25 milliards de dollars de revenus agricoles, que j'ai retenu les chiffres parce qu'il faut parler avec les chiffres. Moi, j'analyse les discours. Donc, ils veulent partir de 98% d'export à hydrocarbures et le descendre à 80% dans 2 ans. Faire monter les exportations hydrocarbures de 2 milliards de dollars à 5 milliards de dollars dans 2 ans. Dire qu'il y en a 180 millions de journaux. Donc, si vous voulez annoncer, si vous voulez faire... Alors, sur ce point, pardon de vous interrompre, il a précisé, nous avons 180 ou 188 journaux, nous a-t-il dit, alors que la dernière fois, dans un autre discours, il avait donné un chiffre extrêmement précis. Il avait parlé de 166 titres de journaux. Donc, oui, entre la dernière fois et aujourd'hui, il y a 20 titres qui ont paru, il me semble, ou qu'il avait oublié. Je vous en prie. La presse nationale fait des petits, ce n'est pas un problème. Donc, je continue avec les chiffres. Je vais prendre un exemple, peut-être que les gens ne vont pas aimer que je prenne la France comme exemple, parce que ce n'est pas moi qui le fais. C'est les gens en charge à Alger qui toujours regardent vers la France. Je suis allé sur le site du ministère français de l'Agriculture et j'ai essayé de trouver quelques chiffres liés à l'agriculture française et au niveau international. Ils ont 2 sections, une section import et une section export. Et sur la section import, c'est-à-dire les Français qui importent ou la France qui importe les produits agricoles, et je cite le Ghana, Nigeria, Cameroun, Burkina Faso, Tunisie, Maroc, Sénégal. L'Algérie, elle est sur la section export, c'est-à-dire que les Français qui exportent vers l'Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a aucune valeur, ils n'ont pas de chiffre qui est une valeur... Ils n'importent rien de l'Algérie, quoi, à part... Voilà, au niveau agricole, hein, j'ai bien dit au ministère de l'Agriculture. Oui, oui. Je suis parti vers le FMI et la Banque mondiale. Leurs chiffres, ils sont, comme on dit ici, obsolètes. Ils n'ont pas de sens parce que ça remonte à 2016. Et encore, la base de données est basée sur les chiffres qui sont donnés par l'Algérie. Et comme monsieur Abdelmalek a confirmé que les chiffres en Algérie ils sont un peu gonflés de temps en temps, même beaucoup. Donc pour moi, ce que je vois encore, ça continue dans cette logique de communication agressive, de manière à occuper le terrain. Mais sur le plan de la communication... Et pour preuve, oui. on en parle. On en parle. Au lieu de parler d'autre chose... Oui, justement. Mais Hamid Lello, justement, puisque vous parlez d'un sujet très intéressant, celui de la communication. Il ne fait pas de doute qu'il est en train de faire dans la communication. Hein. Depuis quelques jours, ils ne font que ça. Mais dans quel but compte-t-il assène des vérités aussi contradictoires, aussi non avérées, aussi mensongères? Qu'est-ce qu'il compte obtenir avec ça? Qui va croire à de telles assertions? Par exemple, quand il vous parle de cette histoire de « nous n'importerons plus une seule goutte d'essence ou de mazout d'ici la fin de l'année », comme ça, du jour au lendemain. À quoi est destinée cette communication et sur quoi repose-t-elle véritablement? Écoutez, il y a des gens qui veulent bien croire pour différentes raisons. Il y a des gens qui veulent croire parce qu'ils veulent qu'il y ait espoir. Ils ont cru à cette élection du 12 décembre. Ils disent qu'il faut donner le temps au temps, que l'équipe en place va régler les problèmes. Et en attendant, l'équipe, elle donne des discours qui sont positifs, c'est pour donner de l'espoir.
L'autre catégorie de la population, c'est celle qui se greffe au système et qui en profite. Et pour preuve, d'ailleurs, votre ami d'Alger a bien confirmé que le discours, c'est un, et la réalité sur le terrain, c'est différent. Et cette bureaucratie, on sait qui fait cette bureaucratie. La bureaucratie, c'est les gens qui se greffent au système et qui veulent que ce système perdure pour qu'ils puissent gagner plus et plus et ne pas laisser les choses avancer. Donc, et troisièmement, je dirais que le système, il a besoin de temps, il est en train de se rechercher parce que, comme d'habitude, il navigue à vue. Ils ne savent pas où ils vont. Et le quatrième point, c'est qu'il a aussi annoncé que si jamais on règle pas une bonne partie qu'il a, supposons, paraît-il, hérité des autres équipes, alors qu'il en avait fait partie pendant 50 ans, c'est d'annoncer la couleur et de dire, écoutez, on va vers le mur, on va se casser la gueule, la crise économique internationale, dilapidation des deniers publics et tout ça. Bon, il dit ça maintenant. Maintenant, avec la réserve, ils arrivent un petit peu à le pare-choc. Ils utilisent le pare-choc pour ne pas avoir une onde de choc qui soit importante. Mais dans quelques mois, quand cette onde de choc s'amplifie et que l'Algérien va la recevoir de plein fouet, qu'est-ce qu'il va dire? Et attendez, on va en parler d'ici 6 mois. Il va dire, je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit qu'on en arrivera là si on ne fait pas ce que je suis en train de vous proposer. Donc, c'est sur les 4 points que je vois Et restez avec nous, je reviens à vous. Alors, avant de recevoir Smaïl Lalmas qui vient de nous rejoindre, nous allons regarder et écouter M. Tebboune et nous allons à chaque fois passer un extrait de ce qu'il a dit. Écoutons-le. Interdiction formelle d'importer 1 litre de gasoil ou 1 litre d'essence. نديروا كراكاج تاعنا نراجعوا les unités les raffineries تاعنا mais on n'importe plus. On n'importe pas. Il faut valoriser. C'est valable pour les phosphates, c'est valable pour les gaz rares, c'est valable pour tout. Il est temps d'investir في الأمور هذه. L'importation c'est très facile يعني. وهذاك علاش راكم تشوفوا انتم اغلب les importateurs عصاميين. Ça ne demande pas un truc extraordinaire. La construction mécanique يعني ça se prépare. Construction mécanique منين تمشي صح يعني قادرة توفر عشرات الآلاف من مناصب شغل في مصنع واحد مع المناوبة تاعو المناولة تاعو لا سوتريتونس باسكو منين تنتج السيارة كاملة راه مع عندك لا سوتريتونس مع هذا اللي يدير البلاستيك لا سوتريتونس مع الاخر لا سوتريتونس حتى في هذه تقهقرنا. حنا كنا في السبعينيات كاع الجزائريين يعرفوا يسمعوا بالجرار تراكتور سيرتا الموتور جزائري. كاع الناس كانت تسمع بالكاميون ماجيروس كانوا يستعملوه في الجيش وخارج الجيش. الموتور يتصنع هنا لا بواطا فيتاس تصنع هنا. صبحنا ما نقدروش نديروا ريفريجيراتور نستورد الطوله ونستورد هذه سي كراف يعني تقهقرنا لدرجه علاه لان البترول طلع والمخاخ جمدت واصبح البيع والشراء اسهل ما تكسر راسك بالتصنيع. Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique, qui est avec nous depuis Alger. Smaïl Lalmas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, marhaba. Ahlan bik. Alors, Smaïl Lalmas, d'abord, à chaud, votre réaction à la déclaration, au discours de M. Tebboune, à cette allocution. Eh bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première chose déjà, on va commencer par le commencement, par le thème, le titre qu'ils ont donné à la rencontre d'aujourd'hui. Ils parlent de plan de relance pour une nouvelle économie. Donc là, déjà, c'est un peu... Hein, on ne relance pas ce qui n'a pas été déjà lancé. Donc, on n'a pas construit d'économie. Donc, comment parler de relance?
alors qu'on n'a pas encore lancé une nouvelle économie. Donc, ils auraient pu peut-être parler de plan de développement ou de création ou de construction d'une nouvelle économie, mais pas de relancement. Hein. Ils n'ont rien lancé pour relancer. Adem Dia. De l'autre côté, deuxièmement, vous savez, j'ai vu qu'il y avait la participation de nos scientifiques, des professeurs, des chercheurs algériens qui font notre fierté à l'étranger. Ils ont participé par visioconférence et j'ai vu les thèmes. Ils parlent de l'économie du savoir, des réformes structurelles, le hawkama, etc. Mais j'aurais aimé entendre l'un d'eux parler ou évoquer de l'importance de la démocratie dans la construction d'un pays. Est-ce qu'il y a possibilité de construire un pays sans démocratie? Est-ce qu'on peut construire un pays sans liberté? Est-ce qu'on peut construire un pays sans une justice libre, etc., indépendante, etc. Donc, moi, là, j'aurais aimé entendre nos professeurs parler ou la débattre ou d'aborder un sujet pareil parce que la problématique, elle est là. On peut parler des sujets, des milliers de sujets, mais il faut toujours, disons, revenir à la réalité algérienne. Hein, il y a la spécificité algérienne qui dit que il y a un problème de liberté, il y a un problème de démocratie. Comment construire une économie moderne en l'absence de démocratie, c'est-à-dire comment construire l'Algérie sans les Algériens. Ça, j'aurais aimé entendre une thématique ou un exposé dans ce sens. Pour le reste, il a parlé d'impôts, il a parlé des Algériens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne payent pas d'impôts. Eh bien, écoutez, je vais vous aborder, je vais annoncer peut-être un chiffre connu. Il y a 8 000 milliards de dinars, 8 000 milliards de dinars en souffrance au niveau des tribunaux. D'autres, c'est les impayés, tu as les impôts. Eh bien, il n'a qu'à débloquer le dossier. Hein, ça remonte à 5 ans, à 10 ans. 8 000 milliards de dinars, c'est très important. Hein, mais personne ne bouge. Ce sont des gens... Parmi les commerçants, mais il y a une bonne partie qui est accompagnée, bien sûr, et parrainée par Jamaat Club des Pains. Et bien là, avec le téléphone, ils ont gelé les dossiers, les impayés de les problèmes d'impôts. Il n'a qu'à débloquer les impôts et on va se retrouver avec 8 000 milliards de dinars dans la caisse. Donc, voilà encore un dossier. Il a oublié aussi le directeur général Talanep, il y a une semaine, il a parlé des milliards, des milliers de milliards de dinars attribués à des titres de journaux qui n'existent même pas sur les États. Tu as les libraires, tu as les buralistes. C'est bien beau de connaître les chiffres, tu as les milliards détournés. Mais la suite, elle est où de la suite? On aimerait bien récupérer ces milliards. Sinon, ça va encourager les autres à faire la même chose. Donc, c'est bien beau de nous annoncer les dossiers à dos. C'est bien, c'est gentil, Allah Ibarak. Il faut récupérer ces milliards détournés par les titres de journaux. Qui n'existe même pas. C'est une arrêt sabbat. C'est une arrêt sabbat entre les politiques, entre le média, etc. Donc on aimerait les milliards à dos, on aimerait bien les récupérer. Maintenant pour le reste, vous savez, il a encore abordé les histoires de 25 milliards de dollars dans l'agriculture. C'est une nouveauté, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on se retrouve avec 25 milliards de dollars de production. Anna, je vais l'inviter, on l'a invité ses conseillers, qui le conseillent très mal, hein, de revenir les déclarations de l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Bouazgui, en 2017. L'émission Daif Sabah, le 18-09-2017, le 18 septembre 2017, Daif Sabah. L'ancien ministre de l'Agriculture a parlé de 30 milliards de dollars de production agricole en 2017. Donc, ce n'est pas une nouveauté, l'annonce des chiffres bien gonflés. Hein, les chiffres d'OP, on a l'habitude d'entendre ce genre de chiffres. En 2017, vous êtes en train de nous dire que le chiffre a été avancé en 2017. 30 milliards, 5 milliards de mieux. Le 18 septembre 2019, l'émission radio algérienne, chaîne 1, Daif Sabah, le ancien ministre de l'Agriculture, Bouazgui, a annoncé le chiffre de 30 milliards de dollars de production agricole. Vous pouvez aussi trouver le communiqué de l'APS le 2 février 2020. Le 2 février 2020, ils ont parlé d'une production nationale à l'agriculture de 3 482 milliards de dinars.
c'est l'équivalent de 29,1 milliards de dollars. Le 2 février 2020, le communiqué de l'APS. Ça veut dire que les chiffres annoncés par Jama'a au site Bon, ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de chiffres. Hein, c'est bien ancien. Et en plus de cela, il est en train de valoriser le travail de la SABA. Parce que là, s'il parle de 25 milliards, les chiffres, ce n'est pas le chiffre de 2020. Ça veut dire que c'est Bouteflika. 2020 n'est pas terminé. Ça veut dire que c'est Bouteflika qui les a réalisés. Déjà qu'on nous fait regretter, ils veulent nous faire regretter la période à Bouteflika côté liberté, etc. Donc ils veulent nous faire regretter aussi sur les chiffres et tout. Ni on regrette la période de Bouteflika, ni on valide ou là on accepte ou là on est heureux de la période actuelle. On aspire à une autre période, à un autre avenir complètement différent de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit actuellement. Donc l'autre côté, pour revenir toujours aux chiffres, pour donner de l'importance à ce qui se dit. Je ne suis pas là pour... Mais en général, pour avoir des chiffres pareils, ça passe par un recensement. Le dernier recensement général de l'agriculture a été effectué en 2001. Cela fait 19 ans. Cela fait 19 ans qu'on n'a pas fait de recensement dans le secteur agricole. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans le secteur agricole depuis 19 ans, Madame Nash. En 2001, on a fait le dernier RGA, ce qu'on appelle RGA, Recensement Général de l'Agriculture. C'est une opération qui s'effectue tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on passe par là. C'est énorme comme opération. C'est pas facile, qui mobilise beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, qui devait se faire en 2011 ou la 2012. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réalisé. Justement, Smaïl Lamari. Donc, s'ils n'ont pas fait, s'ils n'ont pas fait en 2011 ou la 2012 l'opération, sur la base de quoi ils peuvent nous avancer les chiffres de 2 milliards de dollars à l'agriculture? Exactement, Smaïl Lalmas. D'abord, je vous rejoins, vous posez la même question, Smaïl Lalmas. Comment ont-ils évalué cette quantité et comment ont-ils évalué la valeur en dollars, sachant qu'il y a des dizaines de milliers de produits qui sont dans un système totalement informel, où il n'y a ni facture ni rien du tout, et sachant aussi que les prix des produits agricoles sont fluctuants. Ils ne sont pas cotés en bourse sur l'année, mais ça change tous les jours quasiment. Alors comment ont-ils fait ? Honnêtement, je me suis renseigné depuis quelques jours déjà, je me suis renseigné auprès des spécialistes et tout. Aussi, on aimerait donner des chiffres concrets, réalistes. Quand on critique ou là on apporte un truc critique sur les chiffres donnés, il faudrait aussi qu'on soit un peu proche de la réalité. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu que, honnêtement, c'est des gens très crédibles. Il n'y a aucune base légale et aucune base proche de la réalité sur laquelle on pourrait se baser, viable sur laquelle on pourrait se baser pour donner des chiffres dans le secteur qui est réputé de travailler sans facture, sans traçabilité, sans chiffre. Donc, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de chiffre, donc on ne peut pas réellement avoir des données viables concernant le secteur. Le fellah travaille sans facture, le distributeur de gros travaille sans facture, le détaillant travaille sans facture, il n'y a pas d'impôt, donc on ne peut pas vraiment avoir de chiffres réels côté le secteur. Deuxièmement, j'ai fait un petit calcul. Je me suis rapproché de 3-4 familles Barkagdakani où j'ai demandé la consommation mensuelle en fruits et légumes. J'ai fait un petit calcul. Oui, je me suis retrouvé, quand j'ai gonflé le chiffre, on ne dépassait pas les 7 milliards de produits de production légumes et fruits. Et les 7 milliards de dollars, c'est ce qu'on consomme. Les 40 millions d'Algériens, c'est ce que consomment les 40 millions d'Algériens l'année. Qui m'a j'ai gonflé, le maximum. Donc, où sont les 19 milliards à dos? Je ne pense pas qu'un pays comme le nôtre peut se permettre de jeter 19 milliards de dollars de produits agricoles. Donc, ça, c'est un chiffre très facile à faire.
شوف برك la consommation d'une famille Alors, de 4 ou Smaïl 5 Ammar personnes. et Smaïl Almas, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Smaïl Almas, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est très, très, très important. On ne peut pas passer sur ça. Donc, M. Tebboune nous parle de 25 milliards de dollars et vous avez fait un cadrage approximatif où vous avez estimé que nous consommons à peu près dans les 6 milliards de dollars de produits agricoles. Et nous n'exportons quasiment rien. Donc, où sont passés les... Mais c'est énorme, la différence est énorme. Production nationale, باش يفهموا بلي هذه la production le chiffre abordé, c'est une production qu'on consomme. Absolument. Plus les 5 milliards, tu as importation, tu as les céréales et le lait. Je ne parle pas de la viande, etc. Oui. Céréales plus les 7 milliards, on est à 12 milliards de dollars de consommation avec les 5 milliards d'importation. Donc, les 19 ou les 18 milliards de dollars dont il parle, je crois que c'est extrêmement gonflé et ça n'a pas de sens. Si on balance avec les chiffres, moi j'insiste sur le chiffre ADA pour lui dire de demander à ses conseillers comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre-là. Smaïl Almas, restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons regarder d'abord un autre extrait et j'irai poser une question à Jamel Ghissoum. قادرين ننتج المواد نتاعنا اليوم. نشوفوا الانتاج نتاعنا تاع البطاطا تقوى. تجاوزنا مرحله والشكر كل الشكر وكل التحيه والتقدير للفلاحين الجزائريين. إذا كان بقينا يعني سلكنا من الزوبعة، الفلاحة نتاعنا اللي سلكتنا رغم الأزمات ورغم كان وفرة في السوق والأسعار مضبوطة. واليوم فيه أكثر من وفرة. في بعض الفلاحين يعني يتساءلوا ما عندهمش المبيعات تاعهم نقصت، الإنتاج تقوى والمبيعات نقصت لأن ما فيش امتداد صناعي للفلاحة. الدول اللي معروفة بلا ما نذكرها في إنتاج البطاطا في العالم عندها وسائل تخزين، وفي بعض الأحيان تلقى عندهم تخزين تاع سنتين تاع إنتاج. المهم الفلاح ما يتمسش، الفلاح انتج المنتوج تاعو يؤخذ عليه، يشترى من مؤسسة ولا يشترى من كذا، ولا بالأقل نفتح له أبواب التخزين مدعمة من طرف الدولة. هاي سينو نطيحوا في السيكل تاع السو ديفلوبمون. هذا العام البطاطا بزاف، العام الجاي قالك ما تبعثليش واحد ما يدير البطاطا، نصبحوا بينيوري تاع بطاطا واستورد البطاطا الى اخره. اما في سنين دروك، في سنين وحنا ننتج انتاج وافر وجوده عاليه. صح فيه تصدير، ما قدروش ينظموا روحهم كتعاونيه تاع تصدير. فيه البعض اللي دار محاولات تصدير كاشخاص، ولكن التصدير بسيط يعني كميات ما هيش كميات. Jamel Ghissoum, Smaïl Almas vient de nous dire comment peut-on construire une économie sérieuse sans démocratie. Quelle est votre réponse à cette assertion, à cette question plutôt? Justement, de revenir sur quelques points qui ont été évoqués par M. Almas. Tout d'abord, si la question de la sémantique est importante, celle de l'action est bien meilleure. M. Almas disait pourquoi nommer un plan de relancement alors qu'il n'y en a pas eu, qu'il aurait mieux valu l'appeler plan de création. Les mots sont importants, l'action est meilleure. Je ne pense pas que l'avenir de l'Algérie se fera sur une différenciation, sur une définition d'un mot ou d'un autre. Le second point... Non, d'abord, excusez-moi, Jamel Ghissoum, j'aimerais que vous répondiez d'abord à cette question qu'a posée monsieur. J'y arrive dans mon second point. D'accord. Sur la question que M. Almas a évoquée, et pas de démocratie, etc., M. Almas indiquait que lors d'une visioconférence, il avait été abordé des questions, notamment la question de l'économie du savoir. Étant moi-même spécialisé dans un champ très particulier, permettez-moi de vous dire que si j'avais été invité à m'exprimer sur le domaine spécifique qui est le mien, je n'aurais pas abordé la question de mais comment est-il possible, par exemple, et c'est mon domaine de spécialisation,
comment est-il possible de prévenir la récidive de la délinquance en Algérie en maison d'arrêt? Et j'aurais dit oui, mais ça, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de démocratie. Cela n'a pour moi pas de sens. La question de la démocratie, il y a un espace pour cela, il y a un espace prévu, il y a un espace politique et citoyen. Cela ne se fait pas à tous les étages. Sur la question de l'estimation... Excusez-moi, Jamel Gussoum, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, hein, mais je veux juste vous dire quelque chose. C'est que nous sommes suivis par des gens qui aimeraient avoir des réponses claires à des questions claires. Or, j'ai l'impression que vous nous roulez dans la farine de la syntaxe et de... on ne comprend rien. Vous n'êtes pas en train de répondre à... est-ce que nous pouvons obtenir une industrie sérieuse qui soit créatrice de richesse sans démocratie? À la limite, vous me dites non, mais l'Algérie est démocratique et on comprendrait votre attitude. Mais que vous répondiez comme ça, de cette façon, on n'a rien compris. Non. Votre question n'était pas aussi précise. Maintenant qu'elle est plus précise, je vais apporter une réponse plus précise. Sur la question de l'industrie ou sur la question de beaucoup de thèmes qui importent la vie des Algériens et des Algériennes, la question de la démocratie, elle est essentielle. Évidemment, elle ne se décline pas ou elle ne se déroule pas en quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Cela mérite beaucoup d'années. Des pays, de grands pays qui sont devenus des démocraties aujourd'hui l'ont fait après avoir payé un lourd tribut et après des centaines et même des centaines d'années de combats politiques. Donc, évidemment, rien n'est possible sans démocratie réelle et démocratie participative. Pour autant, demander à un État qui n'en a que 57 ans d'être à l'orée des grandes démocraties, ce serait tout à fait un leurre. Pour autant, oui, on ne peut pas installer une industrie sans une démocratie au moins participative et économique. On ne peut pas instaurer une démocratie sans donner la chance aux jeunes Algériens et Algériennes de pouvoir s'impliquer sur la question de la citoyenneté, sur la question aussi de l'économie du savoir, ce qu'avait évoqué M. Lalmas. Donc, le fondement, c'est de la démocratie. Cela demande du temps. Ce n'est pas en quelques mois... Pardon, Jamel Gussoum, quand vous dites obtenir une démocratie après juste 57 ans, c'est un leurre. Il y a des pays... Je vais vous donner l'exemple du Portugal. Le Portugal, il ne lui a pas fallu plus de 10 à 12 ans pour devenir... Même pas, pour passer d'un système dictatorial, militaire, de la junte portugaise parmi les plus durs de l'histoire, à un système réellement démocratique. Bien sûr, mais vous avez raison. Il ne leur a pas fallu 57 ans. Vous avez oublié qu'à l'ONU, il y a plus de 190 pays qui ont été reconnus. Si vous êtes capable de m'en citer un deuxième pays, alors là, je commencerai vraiment à me dire que c'est la majorité des pays représentés à l'ONU. Donc, vous me donnez une exception qui n'est pas la règle. Donc, on peut évidemment extrapoler. L'Espagne, qui est passée de Franco à la démocratie. Pardon, Smaïl Lammas. Mais je veux dire, la Corée du Sud. Mais vous savez, sur 190 pays, on ne fait pas partie, malheureusement. Moi, j'aimerais que du jour au lendemain, l'Algérie devienne une réelle démocratie. Moi, je l'espère de tous mes voeux, et même que de la poursuite du Hirak, non pas comme il compte se dérouler, mais en tout cas comme j'espérerais qu'il se déroule, qu'il se poursuive et qu'il accompagne ce processus de changement. Accompagner le changement n'est pas une chose aisée. Il y a des spécialistes qui accompagnent des entreprises au changement. Accompagner tout un pays à un changement de doctrine, parce que c'est là la question, de changer de doctrine, ce n'est pas une chose facile. Alors M. Tebboune fait des déclarations, évidemment, parfois même qui font rêver. Écoutez, sur la question de la communication politique, là aussi, il faut mettre en évidence quelques perspectives. On ne peut pas, de manière raisonnable, voir un tableau complètement noir, et moi c'est ce que j'écoute tout le temps, tout est noir. Je n'ai jamais entendu quelque chose qui soit une petite lueur. Eh ben, mais Jamel Gussoum, excusez-moi, je ne résiste pas à l'envie de vous répondre, ce que je ne devrais pas faire. Mais à votre avis, est-ce qu'en cassant le thermomètre qui indique la température, on fait tomber la température? Non, ce n'est pas la faute du thermomètre d'indiquer de fortes températures, c'est la faute à la fièvre. Oui, mais il faut déterminer d'où vient la fièvre. Vous savez,
elle n'est pas née le 12 décembre, elle n'est pas née non plus simplement en 1999, elle n'est pas non plus née le 26 décembre 1991 lors de l'annulation des élections. Donc c'est un pays, c'est une histoire. Et il va falloir que nous, si nous voulons prendre la chose au sérieux, de vouloir mettre en évidence ce que nous, chacun, pouvons apporter à notre pays pour l'accompagner dans ce changement. Et restez avec nous, Jamal Ghessoum, je reviens à vous dans un instant. Hamid Lello, je suis tenté de vous poser la même question que celle posée par Smaïl Almas, qu'on ne peut pas construire une économie sérieuse fondée sur de véritables équilibres sans avoir démocratisé au préalable. C'est logique, c'est logique. Parler d'une politique participative ou d'une démocratie participative, c'est la démocratie. Et c'est à toutes les échelles et sur toutes les composantes socio-économiques, socio-culturelles du pays. Et ça, donc on ne peut pas... vous ne pouvez pas détacher la démocratie dans ce sens large du développement du pays. On ne peut pas. On peut pas. En revenant aux anciennes dictatures, Pinochet, qui était un dictateur farouche, était de ceux qui croyaient que le Chili avait besoin de dictature pour relancer l'économie chilienne. Il s'est trompé. La junte militaire en Argentine, c'est la même chose. Tous les régimes militaires en Afrique et au Moyen-Orient, c'est la même chose. Pour développer une économie saine, une économie propre qui profite à la majorité, pas à tous, mais à la majorité, une économie où on crée la valeur ajoutée, comme disait notre ami Almas, une économie où tout le monde participe, où on crée une classe moyenne, classe riche. Tout ça, il faut que ça soit fait par un ensemble d'individus. Et c'est la démocratie qui peut garantir ça, parce que la démocratie, c'est l'inclusion. Vous incluez toutes les souches socioculturelles. Certaines seront dépassées. Malheureusement, on ne peut pas avoir un système qui soit parfait à 100%. Et quand on parle de démocratie pour l'Algérie, on n'est pas en train d'essayer de copier les autres démocraties. Mais un temps soit peu, créer certaines conditions minimales pour réaliser ce projet. Et sans démocratie, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que celui qui décide, même s'il a tort, il a raison. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va revenir et dire à cette personne « mais votre plan est faux » parce qu'il n'y a pas de démocratie. Ben justement, Hamid Lello, pardon de vous interrompre. Justement, comment expliquez-vous que devant de telles outrances, parce que les déclarations de M. Tebboune sont insultantes à l'intelligence ambiante des gens, comment expliquez-vous que devant de telles outrances, il n'y ait quasiment pas de réaction de la société civile, hormis quelques individualités, quelques économistes, quelques journalistes, mais sinon, dans l'ensemble, ni partis politiques, ni intellectuels, ni observateurs, ni presse, personne ne réagit à des outrances qui sont quasiment révoltantes, qui dans un autre pays peut-être auraient provoqué des manifestations de rue. Subhanallah, vous me posez une question que j'avais soulevée avec beaucoup d'amis anciens et des nouveaux amis qui me suivent, parce que je suis devenu quand même assez actif maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui suivent mes interventions. Et j'avais fait exactement ce que vous avez dit, je l'ai dit de cette manière. J'ai dit, le Hirak s'est soulevé, le peuple s'est soulevé il y a plus d'1 an. Il a fait beaucoup de sacrifices. Je ne parle que du 22 février, je ne parle pas d'avant. Il y avait beaucoup de Hirak avant, des mini-Hirak, mais le plus gros, c'était, comme on le sait, février 2019. Il est sorti pendant le froid, pendant le chaud, la neige, la pluie, Ramadan, le carême. Il a fait tout ce qu'il pouvait. De l'autre côté, on a un pouvoir qui est là depuis une 60aine d'années. Il a fait tout pour étouffer le Hirak
Et pour se maintenir, il y a le troisième acteur que vous citez, la société civile et l'élite algérienne. Elle est où? C'est exactement ce que j'avais dit il y a une semaine, en m'adressant à un assez grand nombre d'Algériens. Elle est où cette élite? On parlait pendant le Hirak, justement, qui est en train de se restructurer. Je suis sûr que beaucoup d'Algériens le savent. Il y a beaucoup d'Algériens qui se parlent. Ce Covid ne nous a pas arrêtés. Le Covid a permis, au contraire, à beaucoup d'Algériens de se réorganiser, de se retrouver dans différents groupes à travers des applications de communication. Et ils parlent de ça. Ils disent que, justement, on doit se restructurer. On a parlé de fameux mots, l'organisation des associations de quartier. Et comme par magie, le pouvoir a récupéré ce thème et ils ont justement, soi-disant, lancé des campagnes de sensibilisation en appelant les associations locales pour les intégrer dans ce schéma, comme ils l'ont fait avec cette conférence sur la relance économique. Parce que l'élite, soit elle est endormie, soit elle est payée, elle est achetée. Et il ne faut pas le cacher. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents en Algérie, mais malheureusement, on les paye, ou bien c'est la force, ou bien vous dégagez. Et même ceux qui se font dégager, et qu'on rappelle en Algérie, moi je peux vous dire, ça c'est garanti. Si vous êtes un expert à l'algérien en économie ou quoi, dans n'importe quel domaine, s'ils font appel à vous, vous êtes filtré au niveau de l'ambassade. Ce n'est pas n'importe quel expert algérien qui va repartir en Algérie pour discuter. C'est filtré. Ou bien vous allez avec leur logique et avec leur schéma et vous approuvez ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent, ou bien vous ne faites pas partie du système. Puis c'est tout. Restez avec nous, Hamid Lellou. Smaïl Lalmas, j'ai des questions précises pour vous. Alors, d'abord, sur ce sujet de la surfacturation. Monsieur Tebboune s'est adressé à un parterre où il y a tous les surfacturateurs, si je peux dire, algériens. Ils étaient tous présents dans le parterre à qui il s'adressait. Alors, il parle de surfacturation et il leur dit « Non, mais je ne parle pas de vous, rassurez-vous. » Et nous allons voir la vidéo et je reviens à vous. Si c'est de la folie, ou c'est du sabotage, ou c'est de l'eau, c'est incompréhensible, ما تتفهمش. كاش واحد قدر في هذه المناطق يدير وحده لإنتاج je sais pas كي نترجمها لي فلوكون بوم دو تير pour faire la purée de pommes de terre. الجيش يحتاج، الجامعات تحتاج، المطاعم المدرسية تحتاج، الشعب يحتاج، ونستوردوها. إذن ما فيش انسجام بين الصناعة والإنتاج الوطني. وهذه هي اللي يسموها الصناعة التحويلية. نبدأ بها هي الأولى. نحول المنتوج تاعي. وأولى بالتحويل هو المنتوج الفلاحي. المنتوج المنجمي وكل المنتوجات الأخرى قابلة للتحويل. ولكن السهولة في الاستيراد. لنا استيراد احنا عارفين حاشاكم انا عارف اللي انتم خاطيكم. ولكن ما همش معنا الاستيراد. العنوان تاع الاستيراد كان لا سيرفاكتوراسيون. هذا ما كان. حاجة موجودة نمشي نستوردها. اسماعيل العماري حاشاكم انتم على بالي بلي خاطيكم. اسماعيل الالماس. Non, il faut que je réellement, il faut que... Pardon, Smaïl Almas. Touma khatikum hashakum la bali billi surfacturation, alors que les plus grands surfacturateurs étaient en face dans le parterre. Écoutez, premièrement, je salue vos invités. Comme je n'avais pas la télé, je ne voyais pas qui était présent. Ouais, c'est Hamid et notre ami Jamal Ghissoum. Ouais. Jamal Ghissoum, oui. Bien sûr, je ne vais pas je vais pas commenter ce qu'il a dit, parce que là, on n'est pas en train de commenter les interventions des uns et des autres, mais plutôt l'intervention de celui qui est censé être premier responsable de ce pays. Donc, la question... Maintenant, le côté de l'importation, vous savez qu'en Algérie, il y a 40 000 registres de commerce, tu as les importateurs. 40 000. Hein? Normalement, il y a 40 000 importateurs. C'est une armée d'importateurs.
les importateurs n'existent que grâce à la réglementation algérienne qui leur donne la possibilité d'exercer leur activité. C'est une activité légale, reconnue mondialement, c'est du business, il n'y a pas de souci par ce côté-là. Maintenant, à chaque fois qu'il y a crise en Algérie, on pointe le doigt sur les 40 000 importateurs. C'est la source des problèmes en Algérie, ce sont les importateurs, les 40 000 importateurs, etc. Or, ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. La surfacturation, c'est encouragé par le marché parallèle, par la devise. Vous avez une différence entre la valeur du dinar au niveau bancaire et la valeur au niveau le square ou là au niveau parallèle qui est très importante. C'est une différence qui encourage les importateurs, certains importateurs, il ne faut pas généraliser, ça serait ridicule de généraliser, certains importateurs qui s'amusent à surfacturer certains les prix les importations de Tahom, et la différence la devise ils la récupèrent auprès de leurs fournisseurs et ils alimentent le marché parallèle de la devise pour bénéficier qu'il est comme si qu'ils avaient acheté l'euro à 140, ils le revendent à 200 dinars au niveau du square. Donc finalement c'est la situation. Tu as le pays, c'est l'instabilité, tu as la monnaie, c'est l'existence, tu as le marché parallèle de la devise qui encourage certains importateurs, je répète, certains importateurs à pratiquer de la gymnastique à la surfacturation. Cela dit, moi je me rappelle de certains ministres qui avaient parlé de la surfacturation, de l'importation des composants qui entraient dans le montage des véhicules. Le dossier n'a jamais été ouvert. Je me rappelle, on a des anciens ministres du commerce, il parlait de la surfacturation, les composants importés. Mais pourquoi on n'en parle pas? Donc, il faut aller vers le fond. Il y a un problème sérieux. Il y a le marché parallèle de la devise ADA qui encourage ce genre de pratique. Et j'allais dire que c'est tout à fait normal. Il faut régler le problème, le marché parallèle ADA, et se comporter ou la développer une monnaie ou la gérer une monnaie de façon correcte. Et après, vous allez voir que les surfacturations, etc., vont être neutralisées automatiquement. Il n'y aura plus d'intérêt à surfacturer pour dégager des sommes en devise pour après les mettre sur le marché parallèle de la devise. Donc, finalité, c'est un exercice connu, mais pratiqué par des gens qui sont parrainés par certains responsables, par de hauts responsables. L'importateur, il peut se permettre de surfacturer n'importe sans être protégé, sans être parrainé par ministre Flan ou le président Flan ou le général Flan ou je ne sais pas qui, ou le député ou là, ils ne peuvent pas se permettre. Donc, s'il y a des parrains, ou là, s'il y a des mafias du conteneur, c'est parce que les mafias ados sont parrainés par le politique algérien. Sinon, il ne pourra pas se permettre. C'est pas vous, là, n'importe quel citoyen qui va se permettre d'aller importer des conteneurs, des dizaines de conteneurs et surfacturer et parfois faire de fausses déclarations et les faire rentrer sur le marché algérien sans être inquiété. Ok, je ne fais un arrêtons de jeter la balle, les importateurs. Ouais. Non, ce ne sont pas Homa les années 90, c'était eux qui alimentaient le marché algérien quand il y avait plein de pénuries, quand le pouvoir à l'époque ne pouvait pas s'occuper d'approvisionner le marché local. Donc, il faut comprendre une chose. Lyon, c'est le dialogue qui peut régler les problèmes. On a des 40 000 importateurs. Moi, c'est une force pour moi. Ce sont des gens, des opérateurs qui pratiquent le commerce extérieur, qui ont des relais à l'international, qui ont un marché au niveau national, qui ont leur réseau de distribution, qui ont investi, qui font travailler des dizaines de milliers d'emplois. Mais l'idéal, Smaïl Lalmas, je devrais négocier avec ces gens-là. L'idéal serait qu'ils soient dans l'import-export. Ah, barakallahu fik. Maintenant, l'exportation. Et dans le cas, il faudrait créer une autre mafia pour autoriser l'export. L'exportation, c'est le parcours du combattant. L'IOM Citebon parle de 5 milliards de dollars d'exportation maintenant le 2021. On a 2025, il ne va pas faire 5 milliards de dollars dans l'état actuel des choses, avec les équipes actuelles, avec la situation actuelle. Développer, exporter, c'est répondre à un besoin au niveau d'un marché, au niveau d'un segment de marché à l'international. Mais pour pouvoir exporter, il faudrait déjà définir une offre exportable, une offre qui serait aux normes, une offre qui répond à la qualité imposée par les marchés qu'on cible.
Quand vous avez l'offre exportable, il faudrait déjà identifier les marchés. L'Afrique. Mais avec quoi tu l'Afrique? Le vélo, tu l'Afrique. Mais comment vous allez en Afrique si vous n'avez pas d'avion, si vous n'avez pas de bateau, si vous n'avez pas de chemin de fer, si vous n'avez pas des routes accessibles, etc. Comment vous allez en Afrique? Je vais vous rajouter autre chose. Quand l'Algérie exporte vers les pays africains, les clients taouana, ils payent la douane, ils payent les trucs douaniers, la quittance douanière, comme on appelle ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de libre-échange entre les pays africains, où là, ils sont dans l'OMC, nous, on n'est pas dans l'OMC. Donc, on ne va pas bénéficier des avantages de libre-échange avec les Africains. Par contre, le Tunisien, le Marocain, le Français ou le Turc, quand il exporte vers l'Afrique, et le client, il ne va pas payer les taxes douanières parce que ils ont des accords de libre-échange, ou bien ils sont dans l'OMC, donc ils bénéficient des avantages octroyés par les accords ADO. Ce qui fait que, si on va vers l'Afrique, on ne sera pas compétitif. Il y aura toujours avec la différence de 25 ou 30% de plus, parce que le client il va payer la taxe douanière. Ce qui fait qu'il va préférer d'acheter le Turc ou le Français ou le Marocain parce qu'il ne paye pas de douane. Donc, ça va, au final, il aura un prix moindre, plus compétitif sur le marché, que d'acheter les Algériens, sachant qu'il va rajouter les 25 ou les 30% de taxes douanières, ce qui va rendre le produit algérien moins compétitif. Donc, ça coule de source. Ça coule de source. La facture de logistique et de transport en Algérie est l'une des plus élevées au monde. Comment être compétitif dans ce cas-là? Quatrièmement, il parle de banques en Afrique ou là en Europe. Les banques à l'étranger. Si on va mettre des banques à l'étranger qui mettent les agences Air Algérie en France et à l'étranger, c'est pas la peine. Si c'est pour employer Oulid Flan ou Bint Flan, et pour créer des emplois fictifs, qui met Air Algérie à l'Opéra en France, et vous imaginez une compagnie qui met Air Algérie à 34 agences à l'étranger. Donc, on va créer la banque à l'étranger, la banque algérienne en Afrique et en Europe, contre le système HADA, qui favorise Oulad Flan, contre le système HADA, qui a encouragé et protégé les corrupteurs et la corruption, mais pour le moment, on va encore créer d'autres problèmes. On va créer des banques à l'étranger pour faciliter le transfert d'argent pourri, d'argent sale de l'Algérie vers l'étranger. خلينا نبيعوا 2 كيلو بطاطا ولا 2 كيلو تمر حتى تروحوا الكل et on va passer à un autre régime, un autre système, à de nouvelles pratiques avec un modèle économique plus sérieux. Maintenant نكمل لك برك ce que notre ami avait dit sur le tableau noir. C'est vrai que moi j'ai la réputation d'être quelqu'un de pessimiste depuis des années. Depuis 2014 à chaque fois on me dit c'est l'Almas, vous êtes pessimiste. Et pourtant le temps m'a donné raison. Imaginez si nous casquons pendant l'ère Bouteflika et on ne serait pas là aussi aujourd'hui. Vous auriez dit quoi? Donc Adam dit maintenant s'il y a un point positif ou là une action économique positive qui a été faite les 5 dernières années, ou là pendant l'ère Tebboune, etc., qu'on me dise voilà les points positifs, comme ça je vais m'accrocher, et je vais diffuser l'optimisme, etc. On va s'accrocher vers le conteneur de choses, de points positifs dégagés par le pouvoir. Il n'y a pas, je suis bien placé pour le dire. Je l'ai dit en 2014, je l'ai dit en 2015, je l'ai dit en 2020, et je vais le dire demain si il n'y aura pas de positif avec ces gens-là. C'est une machine à produire l'échec. C'est une machine à produire l'échec. C'est le système qui a été conçu comme ça. C'est une machine à produire l'échec. Donc, mettre le neige, dresser le tableau noir. J'en ai eu des FLNistes, des RN10, des gens à les plateaux télé pendant 5 ans. J'en ai fait des centaines d'émissions. Mais je vous en prie, aujourd'hui, en 2020, il faudrait dire la vérité. Et restez avec nous. On ne peut pas construire une nouvelle économie avec les gens qui nous ont cassés. Les gens qui ont cassé l'Algérie, ce n'est pas possible. La solution ne se trouve pas chez ces gens-là. C'est des gens qui ont été formatés à l'ancien système, c'est-à-dire formatés aux anciennes pratiques. Ils ne peuvent pas.
Et restez avec nous. 10% d'optimisme. Restez avec nous, Smaïl Almas, jusqu'à la fin de l'émission, qui est pour bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps. Jamel Ghissoum, ces gens-là ne savent produire que l'échec, nous dit Ismaël Almas. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Jamel Ghissoum. أنعم؟ لا, non, lui ne cache pas qu'il soutient le régime, comme s'il est l'avocat du régime, donc on lui permet de faire une plaidoirie. Non, attendez. Soyez un peu démocrate, ne parlez pas à ma place. Juste pour... Non, je dirais simplement que M. Almas et beaucoup qui prônent la démocratie, M. Almas m'a demandé de ne pas commenter ce qu'il disait, ce qui est en soi un très très bel exercice de démocratie. Ah non, et je le remercie de m'avoir donné cette Ah non, c'est le sujet de l'émission. Il ne vous a pas demandé de ne pas commenter. Non. L'échange dans une émission, c'est de pouvoir discuter entre nous d'arguments ou d'autres. Si vous me demandez de me taire sur ce que vous dites, vous êtes libre, c'est vous êtes libre. Vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis habitué à cet exercice. Je vais répondre à la question de M. Benchenouf. Cela va être difficile, bien évidemment. Cela va demander des décennies, bien évidemment. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, bien évidemment. Mais comme disait John Fitzgerald Kennedy, cherchez à savoir ce que vous pouvez amener à votre pays plutôt que le contraire. Ce n'est pas un excès de pessimisme, mais de mon point de vue personnel. Même si je ne suis pas naïf sur cette question. Je suis très loin d'être naïf. Ma position n'est pas de soutenir un tel ou un tel, c'est d'essayer d'apporter mon expertise, l'expertise que j'ai à mon pays, ni à M. Tebboune, ni à Flen ou à la Fulten. Mon expertise, qui est une expertise de 30 années, je vais faire une proposition sur la protection de l'enfance. Ça m'importe depuis 30 années. La prévention de la récidive de la délinquance en maison d'arrêt. Ça, je suis connu et reconnu au niveau national et international. Donc, je vais tenter d'apporter mon expertise et mon expérience sur un sujet ou deux de société qui peuvent intéresser l'Algérie. En matière de délinquance, vous êtes servi. En matière de délinquance. Non. Là, je parle pour le coup de délinquance pénale, de délinquance de type agression, viol, vol, etc. pour tenter de faire qu'en Algérie, il y ait moins de victimes parce que j'ai une expertise internationale sur cette question. Sur l'autre volet, il y a beaucoup de tribunaux qui devraient s'en occuper et j'espère que ça continuera et j'espère que les procédures judiciaires à l'encontre d'une mafiocratie que je n'ai jamais vue et pourtant je voyage beaucoup dans le monde, en Algérie, elle est unique, on va se le dire, on va se dire les choses franchement. Donc, de ce point de vue, j'espère que la justice continuera. Moi, je suis un optimiste. Je suis un réaliste, mais je suis un optimiste. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire avancer mon pays, ne pas regarder que les points noirs, parce que dans tous les pays, il y en a. Sinon, on ne regarde que ça. On fera une discussion de comptoir et une discussion de café, où on va se dire que tout va mal, voici ce qui va mal, mais en attendant, on ne fera rien avancer. Moi, pardonnez-moi de vous interrompre parce qu'il ne reste plus de temps, il reste à peine 3 minutes. Oui. Je suis désolé d'avoir très mal réparti le temps d'intervention aujourd'hui. C'était dynamique. C'était dynamique, en effet, et très instructif aussi. Hamid Lello, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la situation en général? Comment ça va se passer? Moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas économiste. J'ai de très vagues notions en la matière, mais le simple bon sens est en train de me chuchoter à l'oreille que si on ne fait pas vite de prendre en charge les vrais problèmes, nous allons nous prendre... Ce n'est pas nous qui allons au mur, hein, c'est le mur qui vient à nous. Nous allons le prendre en pleine figure. Oui, et je voulais compléter, je vais répondre à cette question en complétant les deux idées de vos invités. Oui. Votre ami de Paris, il dit que c'est dur, c'est lent, il ne faut pas promettre, mais il faut commencer déjà. Mais on n'a pas commencé. Hein. Le 12 décembre n'a jamais été un commencement, ça a été marche arrière. Un deuxième commentaire sur l'économie, c'est Ismaël.
c'est l'expert en la matière, il a parlé de surfacturation, il a donné beaucoup d'informations, mais peut-être il est resté un petit peu trop technique et il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas tous les détails de la surfacturation. Et je voulais compléter l'idée. Il disait que les gens, ils ont besoin de complicité, etc. Mais ce qui est tout à fait vrai, tout ce qu'il avait dit. Mais moi, j'aimerais bien ajouter une autre information par rapport à ça. C'est la lettre de crédit, il en a parlé. Et la lettre de crédit, c'est, puisqu'on va prendre l'exemple de la tomate, comme Sitaboun il a dit la tomate, un Algérien qui veut importer 100 millions de dollars de tomates, il va parler à son fournisseur à l'étranger, mais il va lui dire, au lieu de facturer 100 millions de dollars, vous me facturez ça à 120 millions de dollars. Et comme ça, la lettre de crédit qui va à la Banque nationale ou à la banque extérieure, je ne sais pas comment ça se passe, ils vont mettre les 120 millions de dollars. Les 120 millions de dollars, avec 100 millions, c'est la valeur réelle pour le produit, et les 20 millions de dollars, elle sera partagée entre celui qui a facturé et surtout celui qui a facturé. Et c'est pour ça que c'est l'une des raisons essentielles pourquoi on s'étonne, on se dit mais les étrangers ne nous aident pas, tout le monde supporte le régime algérien, etc. Mais il y a des raisons économiques aussi, parce que les régimes de France, d'Italie, des États-Unis, de partout, ce qui les concerne, c'est que leurs entreprises vivent, travaillent à l'export. Il faut bien qu'elles exportent. Non seulement elles exportent la valeur vraie, mais en plus de ça, s'ils peuvent gagner, s'ils peuvent trouver des pigeons comme les Algériens pour leur voler 20 millions de dollars sur les 120 millions de dollars, pourquoi pas? Donc il y a aussi la complicité extérieure. Il n'y a pas que les décideurs algériens, mais les complicités sont à l'extérieur, au niveau des banques internationales en Europe ou aux États-Unis, et aussi au niveau des fournisseurs étrangers qui fournissent en Algérie, et aussi par de facto les décideurs étrangers. C'est pour ça qu'on s'étonne qu'à l'international, le régime continue à jouer d'une assistance et d'une aide extraordinaire, parce qu'il fait bouffer tout le monde. Voilà. Merci Hamid Lellou, merci Abdelmalek Serraï, merci Ismaïl Lalmas, merci Jamal Gsoum. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et quelque chose me dit que nous allons y revenir, que ce n'est pas fini.